Moi, c'est vraiment un truc qui me fait marcher, ça. De me dire que plus la marche elle est haute, plus il faut bosser pour y arriver. Et c'est un peu comme un gamin à qui t'interdit de faire un truc, tu vois. Ouais, mais tu vois, encore une fois, j'avais pas ce mindset de champion qu'il faut avoir, tu vois. J'avais pas cette grinta de la gagne à tout prix. J'avais pas ce. Aujourd'hui, je l'ai sans vouloir écraser les autres, tu vois. Encore une fois, c'est toujours. Tu te dis, ouais, moi, si, et là, et machin, et truc. En fin de compte, monte dans un ring, fais 3 rounds, prends des patates plein la bouche pendant 10 minutes, 10-15 minutes, là, ressors avec la tête un peu comme un ballon de rugby, tu vois. Et tu vas voir que ton discours derrière, ça va un peu changer. Salut à toi, bienvenue dans le Training Therapy Podcast. Je suis Thomas, kinésithérapeute du sport et préparateur physique, et on va passer un petit bout de temps ensemble aujourd'hui pour que tu m'écoutes discuter avec des personnes qui sont toujours motivantes et qui vont t'apporter des choses dans ta pratique sportive ou juste dans ton mindset dans la vie de tous les jours. Si tu te demandes en quoi on peut t'aider, je t'invite juste à cliquer sur le lien qui est dans la description de cet épisode. Tu y retrouveras tous nos e-books gratuits qui te permettront de progresser en mobilité ou de gérer certaines douleurs qui peuvent te limiter à l'entraînement. Allez, je te laisse avec l'épisode du jour. Bon, vas-y, hein, c'est parti. Moi, tu sais, je fais pas trop d'intro. Il y a pas trop de T'as cinéma au raison, départ. t'as Ça raison, part, ça passe plus naturel. ça part direct comme une discussion. Bah, déjà, du coup, merci de prendre le temps de discuter avec moi ce matin. C'est cool. Il y a eu pas mal de demandes pour que je t'invite sur le podcast. J'avais déjà pensé à toi avant, de toute façon. Cool, Mais il y a eu beaucoup de demandes, donc je pense que les gens vont être satisfaits. Antoine, je vais cool. commencer. Je vais te poser une question qui est pas de te présenter, parce que se présenter, c'est chiant, je trouve. Je vais te poser une question. Qu'est-ce qui te motive vraiment dans la vie de tous les jours, hein, et dans ta pratique sportive aussi? Quel est ton moteur? Moi, je te dirais que c'est le défi. Tu vois, s'imposer des trucs qui te semblent un peu improbables à première vue et essayer de bosser au max pour accomplir ces objectifs-là, tu vois. Moi, c'est vraiment un truc qui me fait marcher, ça. De me dire que plus la marche elle est haute, plus il faut bosser pour y arriver. Et c'est un peu comme un gamin à qui t'interdit de faire un truc, tu vois. Moi, c'est ça qui me booste dans la vie de tous les jours. Je suis un peu comme ça. Plus tu vas me dire de pas faire quelque chose, plus ça va me titiller pour que j'aille le faire. Je comprends tout à fait. Est-ce que justement c'est en lien avec ce que disent les autres, entre guillemets, ou c'est tu vois, des trucs que tu te fixes tout seul dans le sens où tu te dis, ah ok, ça c'est pas possible, bah vas-y, je vais le faire, ou c'est quelqu'un qui te dit, ça c'est pas possible, tu peux pas y arriver, et du coup tu vas dire, vas-y, bah, je vais lui montrer que c'est possible. Non, je te rassure, je suis assez bête pour me fixer mes propres bêtises tout seul. Et du coup, non, non, c'est vraiment des trucs qui sont propres à moi-même. J'attends pas après les autres pour me fixer des objectifs ou pour me challenger au quotidien, en fait. Et ouais, c'est un vrai truc que de me dire, voilà, qu'est-ce qui te paraît assez gros pour que ça te fasse peur, mais en même temps, tu vois, assez proche pour que ce soit atteignable. Donc forcément, comme tout être humain, il y a des trucs où tu te rends compte au fur et à mesure, mais ouais, mon objectif, c'est vraiment de me challenger. Tu vois, moi, j'ai un besoin viscéral d'avancer. J'ai un besoin viscéral de me challenger. Depuis tout petit par la compétition. Ça, c'est quelque chose c'est un peu mon père qui m'a inculqué ça, je dirais, tu vois, qui m'a un peu challengé là-dessus quand j'étais plus petit. Et du coup, j'ai commencé le sport, j'avais 5 ans. Donc forcément, tu vois, tu grandis dans un milieu où, dans le sport, tu connais hein, les mecs, tu es toujours en train de te chercher et tout. Il y a toujours animé par ce truc de compète. Et en fait, comme je baigne là-dedans depuis que je suis vraiment tout petit, ben, je pense que c'est vraiment un truc qui est ancré en moi. Bah, c'est sûr, si tu as une expérience depuis, tu me dis, 4 ans là-dedans, tu as grandi avec, donc pour toi c'est la norme en fait. Tu as commencé par quoi comme sport? Parce que je sais que tu as fait du BMX, si je dis pas de bêtises. Alors, tout petit, de 5 à 7 j'ai fait 2 ans de rugby. Mais j'étais vraiment nabo, donc c'était vraiment les prémices, on apprenait vraiment les règles du jeu, c'était plus du sport école, du sport rigolote que qu'autre chose. J'ai fait 15 ans de BMX, ouais, qui a bien imprimé mes capacités physiques jusqu'à aujourd'hui. Tu vois, encore aujourd'hui, je suis très explosif, très sur les sprints, je suis assez à l'aise. J'ai commencé à 7 ans et demi. J'ai pratiqué ça jusqu'à 21 ans. J'ai arrêté sur blessure, mais sans regret non plus. Je suis parti au bon moment, je pense. Mais c'est vraiment quelque chose qui a rythmé ma vie parce qu'en fait, je suis parti en sport-études à l'âge de 10 ans. Tu vois, j'ai quitté ma famille il y a 10 ans pour partir à 400 km de chez moi, partir en sport-études, adapter les cours. Donc, c'est-à-dire que j'avais cours de 8h à 15h. À 15h, je quittais l'école. Je partais m'entraîner 3 heures, fallait rentrer le soir, faire les devoirs, j'étais pas chez moi, il n'y avait pas mes parents, donc fallait être tout de suite très autonome. Tu vois, à 10 ans, c'est un rythme de vie qui est un peu extrême. Ouais, sport études à 10 ans, c'est chaud, hein.
Ouais, mais je l'ai C'est plutôt tôt, hein. Ouais. bien géré. Et quand je vois les petits aujourd'hui, des fois, ça me fait rire parce que j'ai eu l'occasion d'aller en Pôle France, du coup, un peu plus tard, sur mes 19, 20 et 21 ans, au moment où j'ai quitté le sport. Et en fin de compte, je me rendais compte après, tu sais, en me disant, putain, eux, ils ont l'âge que j'avais quand je suis en transport études, mais c'est hyper dur pour eux et tout, la vache, faire gaffe et tout. Je me disais, mais en fait, non, je suis rentré à cet âge-là, si j'ai réussi, ils peuvent le faire aussi. Mais c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, ouais, mes parents, ils m'ont laissé faire ça alors que j'étais vraiment tout petit. J'ai eu, une chance incroyable qu'ils me fassent confiance là-dessus, et effectivement, après, ça s'est très bien passé, donc c'était génial. Mais le BMX a imprimé ma vie quotidiennement pendant 15 ans, sachant qu'à partir de 15-16 ans, on a commencé à attaquer des prépas physiques un peu plus sérieuses, avec beaucoup de mouvements d'haltérophilie. C'est ce que je dis souvent. Moi, j'ai commencé le CrossFit, je savais déjà faire un clean à 120, je savais déjà faire un snatch à 75. C'est pas des trucs qui sont innés, c'est des trucs que je travaille depuis des années. J'avais déjà un background sur du powerlifting notamment. On faisait beaucoup de squats, beaucoup de deadlifts pour la préparation physique BMX. Donc, je suis arrivé dans le milieu du CrossFit, ouais, j'avais déjà un squat à 200, j'avais déjà un deadlift à 210. C'est des trucs, en fin de compte, j'ai eu des grosses facilités là-dessus tout de suite. Alors aujourd'hui, ça s'est un peu gommé parce qu'il y a des mecs qui sont monstrueux sur les barres, mais ça reste un de mes points faciles, entre guillemets, à l'entraînement. J'ai toujours un très gros squat, en fait. J'ai pas progressé énormément, tu vois, en 10 ans, j'ai pris 20 kilos sur mon squat. Mais par exemple, ça a vraiment conditionné ma pratique du CrossFit. Bah, après, si tu me dis que tu as 200, de toute façon, la perspective d'évolution, elle n'est pas non plus Non, après, tu prends infinie. pas des Voilà, bouts de 10 kilos tous les ans, c'est faut sûr. pas Bah, faire un truc. il y a un truc assez flagrant chez toi, c'est que enfin, pour t'avoir vu bouger, je trouve que tu bouges très bien et je suis toujours très critique là-dessus sur le Merci. mouvement, tu vois. Après, c'est hyper subjectif, mais on sait ce que c'est un beau mouvement et un mouvement dégueulasse. Et toi, sur tes lifts et tout, t'es très propre. Donc ça, déjà, c'est qualitatif et ça montre que voilà, t'as répété et que ça s'ancre petit à petit. C'est quoi la prépa physique d'un mec qui fait du BMX? Comment ça s'appelle d'ailleurs Comment on appelle tu vois, un cycliste, ça s'appelle un cycliste. Un mec qui fait du Oh, BMX, ça s'appelle ouais, c'est un BMXer. Ok. C'est un BMXer. Ok. C'était quoi C'est la très, prépa physique? c'est très francisé comme terme, mais parce qu'aux Oui, oui, États-Unis, oui, c'est comme ça que ça s'appelle. forcément. Typiquement, en période hivernale, sur les grosses prépas, tu vas partir sur des blocs. En fait, tu vas avoir du bi-quotidien. On faisait du bi-quotidien 3 fois par semaine. Donc, c'est-à-dire que le mardi, pardon, jeudi et le samedi, je faisais du bi-quotidien. Le lundi, mercredi et le vendredi, je faisais une séance quotidienne. Donc, quand j'avais qu'une séance quotidienne, en général, c'était des séances sur le vélo. Après, c'était pas forcément, c'était du spécifique, mais ça pouvait être de la prépa physique sur vélo. On changeait les braquets, tu sais, on mettait des braquets plus gros pour travailler la force, ou plus petits pour travailler la vélocité, selon les périodes où on était. Après, en bi-quotidien, on faisait une séance de muscu le matin, une séance de vélo le soir, énormément de squats, puisque là, aujourd'hui, les techniques de prépa physique, elles ont un peu changé. Je vois que les mecs, ils font énormément d'haltérophilie et ils sont très, très forts. J'ai des potes actuellement qui font du BMX, qui clean 150, 160, quoi, tu vois. Donc, c'est monstrueux. Quand tu regardes, c'est des barres de top crossfitters français. Et eux, les mecs font de la prépa physique BMX, donc ils sont pas du tout spécialistes d'haltéro ou de quoi que ce soit. Et en fait, ils épaulent ces barres-là parce qu'ils ont une puissance qui est monstrueuse. Donc, ouais, énormément de squats, énormément de deadlift. Assez peu de bench au final parce que sur le mouvement de poussée, on en avait besoin, mais fallait quand même rester souple. Beaucoup de renfort du dos. Il fallait avoir un dos très solide, des épaules assez solides aussi. Euh, mais ouais, c'était beaucoup. On a tout fait. Moi, je sais que mon coach à l'époque, il a testé pas mal de trucs, certains qui ont marché, d'autres qui ont un peu moins bien marché. Mais on bossait beaucoup en excentrique, on a fait beaucoup de méthodes de Pletnev, on a fait des trucs assez sales, on s'est un peu démoli la tronche pendant les périodes de prépa physique, mais c'était assez cool. Donc ouais, c'était quand même assez porté. T'as un gros apport physique, donc t'es obligé de faire des grosses séances de muscu qui sont assez longues en plus, assez fastidieuses. Donc c'est pour ça que je suis arrivé en CrossFit avec un bagage assez solide là-dessus, où en fait bouger sur des charges d'haltéro, sur des trucs, ça me paraissait un peu logique, assez inné. En revanche, j'ai mis beaucoup plus de temps, tu vois, gymniquement à me trouver. Il m'a fallu Forcément. vraiment, il m'a fallu vraiment travailler très très dur pour arriver à bouger correctement en gym. Et encore aujourd'hui, j'ai des grosses lacunes sur certains trucs et je le travaille au quotidien. Forcément, c'est influencé par ce que tu as fait avant. T'étais où en pôle espoir?
Alors, j'ai pas mal bougé. J'ai fait Saint-Étienne pendant 3 ans, donc de ma sixième à ma quatrième. Derrière, je suis parti. Il y a eu un projet qui devait se monter sur Bordeaux, ça s'est pas fait, donc je suis rentré à la maison pendant 3 ans, si je te dis pas de conneries. Je suis reparti sur Saint-Étienne pendant un an, 2 ans. Et à l'issue, j'ai eu la chance d'intégrer un pôle France qui était mon rêve depuis tout petit. Pôle France qui se trouve à Bourges, au Crêpes de Bourges. C'était vraiment mon rêve. Pour moi, c'était l'élite, etc. Il s'avère que ma saison s'est pas déroulée comme je l'avais prévu. J'étais assez déçu de mes performances, hein. C'était propre à moi-même, pas du tout par rapport au pôle ou quoi que ce soit. Du coup, ça a été un peu dur, grosse remise en question. Je suis retourné sur Saint-Étienne et j'ai réhabité jusqu'à ce que j'arrête. Donc de 2014-2015, j'ai réhabité à la ville de Saint-Étienne, où il y avait vraiment un club qui était très très balèze, où il y avait une grosse émulation, il y avait des gros athlètes. Voilà, j'avais pas mal de mecs qui je me suis entraîné, qui ont été plusieurs fois titrés sur les championnats du monde, championnats d'Europe, championnats de France, qui ont participé aux Jeux Olympiques. Donc, il y a vraiment un très très gros club, ouais, à Saint-Étienne. C'était vraiment cool de pouvoir m'entraîner avec des mecs comme ça t'apporte vraiment, en termes mental déjà, tu vois, ça a un vrai impact. C'est des mecs, quand ils te parlent de prépa dans le sport, quand ils te parlent d'implication dans un projet, tout de suite, t'es jeune, mais t'es vachement imprégné de ce truc-là, tu vois. Ouais, c'est Et sûr. je regrette un peu aujourd'hui de pas m'en être un peu plus imprégné à l'époque parce que je me rends compte que je vis aujourd'hui dans le CrossFit avec le recul, hein, je suis un peu plus vieux, j'ai 28 ans, mais je vis vraiment la compétition d'une manière différente, tu vois. Et je regrette un peu de ne pas l'avoir vécu comme ça un peu plus jeune. Bah, je pense que quand tu es jeune, t'as pas, sauf si tu as eu une expérience de vie très particulière, mais t'as pas la maturité, la plupart du temps, pour t'intéresser vraiment à ces choses-là, tu vois, et à les creuser un petit peu plus. Ouais, mais tu vois, encore une fois, j'avais pas ce mindset de champion qu'il faut avoir, tu vois, j'avais pas cette grinta de la gagne à tout prix, j'avais pas ce... Aujourd'hui, je l'ai sans vouloir écraser les autres, tu vois, encore une fois, j'essaie toujours d'être bienveillant dans ma démarche. Mais je pense qu'à l'époque, il me manquait vraiment un petit peu cette petite étincelle, tu vois, du champion qui fait que tu vas arriver à te qualifier aux Jeux Olympiques et t'as le mec à côté de toi, tu vois. Et aujourd'hui, je pense qu'en CrossFit, j'ai réussi à trouver un peu cet équilibre et c'est cool. Qu'est-ce qui a fait ce switch, selon toi, où tu as réussi à passer ce cap, justement, de vouloir gagner à tout prix, sans écraser les autres, comme tu l'as dit, à tout prix, entre guillemets, et que tu es vraiment, voilà, t'es indéboussolable par rapport à ça. Je pense que c'est un vrai process mental que j'ai mis en place au fur et à mesure. Tu vois, je suis arrivé en CrossFit. Avec un bagage de sportif de haut niveau. Et en fait, moi, la première fois que je suis rentré dans une salle de CrossFit, le honneur, il m'a dit, ouais, on va faire une séance d'essai et tout. Je lui ai dit, non, t'as pas compris. Moi, je viens de prendre un abonnement à l'année parce que je voudrais faire des compètes. Et il m'a dit, ouais, mais attends, on va quand même regarder, tu vas quand même faire une séance d'essai. Je lui ai dit, vas-y, si tu veux, on va faire un entraînement. Et puis, de toute façon, ma démarche ne changera pas. Et en fait, vraiment, je suis rentré dans ce sport euh, pas comme quand tu es plus petit, tu sais, où tu vas dans un sport pour découvrir et savoir si ça te plaît. Je savais déjà que le CrossFit me plaisait parce que j'étais imprégné de ça depuis déjà 3 4 ans. Je regardais Rich Froning sur Internet, machin. Et c'est vraiment un sport qui me faisait vibrer. Et je suis vraiment rentré en CrossFit pour faire de la compète, tu vois. Et je pense que tout de suite, j'ai eu cette démarche de me dire, OK, tu vas pas faire du sport plaisir, tu vas faire du sport où tu vas essayer de te challenger et de régler les trucs pour être le meilleur possible. Et du coup, j'ai eu tout de suite cette imprégnation de la gagne dans le CrossFit. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas, je pourrais pas t'expliquer, il n'y a pas de phénomène A plus B, mais en vrai, je suis venu dans le sport, dans ce sport-là en tout cas, pour exceller. Donc déjà, il y a une réelle différence entre le moment où tu viens pour découvrir, plus jeune, où tu te construis aussi en tant qu'être humain. Parce qu'entre tes 10 et tes 21 ans, il se passe quand même des choses. Il se passe quand même des choses dans la vie, tu vois. Donc, tu te construis en tant que personne, tu te construis en tant qu'être humain, tu te découvres. Là, je suis arrivé dans un sport où professionnellement, j'étais déjà stable. En tant qu'homme, j'étais déjà à peu près, tu vois, sur des bases solides. Et en fait, j'ai débarqué là-dedans pour me dire, je veux exceller dans ce sport-là. Donc là, il y a une vraie différence pour moi à ce niveau-là. C'était en quelle année ça, qu'on recontextualise un tout petit peu? Fin 2017, toute fin 2017. Donc, Tu en vois. gros, tu te blesses en BMX et direct, En tu gros, passes au CrossFit? non, parce que je suis parti en école de police entre-temps. En fait, si tu veux, je me suis cassé la clavicule fin 2015 en BMX à une semaine des championnats de France. Et je m'étais fixé comme objectif, entre guillemets,
comme date, comme ultimatum, les Jeux Olympiques de 2016. Voilà. J'avais en tête d'essayer de tenter une qualification. À l'époque 2015, fin 2015, ça commençait à plutôt bien marcher. Je commençais à vraiment, à vraiment avoir de grosses bases. Et je m'étais fixé, voilà, je m'étais dit, je vais jusqu'à l'Olympiade de 2016. Le fait que je continue ou pas le BMX ne dépendra pas de ma qualif aux Jeux Olympiques, mais dépendra de la manière avec laquelle j'ai réussi à gérer mes saisons, est-ce que je me sens encore bien dans le sport, etc. Il s'avère que je me blesse. Euh, donc du coup, grosse remise en question parce que c'est quand même, tu vois, à l'époque, je faisais que ça. J'étais sportif professionnel, entre guillemets. Mon club m'aidait beaucoup, mais ça reste de la débrouille. C'est des petits sports, c'est pas du football, tu vois. T'es Hmm. pas là, bah, c'est des millions. T'es toujours dans la débrouille, t'es toujours un peu dans la galère. Heureusement, voilà, les parents, ils sont derrière, etc. Et du coup, il y a un vrai switch où j'ai dit, voilà, j'arrête ça, je me lance dans le milieu professionnel. Donc là, pendant 2 ans, il y a eu un peu un moment de flottement où je faisais un peu de la muscu, je faisais un peu de course à pied, enfin, c'était vraiment du bricolage. Quand je suis parti en école de police, début 2017, là, j'ai repris le sport à fond les manettes. Je me suis vraiment, entre les révisions à l'école et le sport, je faisais que ça. Et en fin de compte, quand je suis sorti d'école de police, arrivé sur Paris, je cherchais une salle de sport. Donc, tu connais les fitness parks du coin. À l'époque, il n'y avait pas encore Basic Fit et tout. Et la clientèle du fitness park, là où je me trouvais, c'était juste impossible, en fait. Tu pouvais pas, c'était pas possible. Moi, c'était complètement pas en phase avec mon taf. Et c'est compliqué d'aller s'entraîner dans des endroits où tu es susceptible de croiser des gens dans le taf que je fais, tu vois. Donc, du coup, j'ai dit, bon, bah là, c'est pas possible. Il faut que je me trouve un autre endroit plutôt calme pour m'entraîner. Et là, il y a eu le switch, de me dire, ah, mais ça fait 4 ans que tu veux faire du CrossFit. En fait, trouve-toi une salle de CrossFit et va te mettre au CrossFit. Passe le pas. Et du coup, j'ai passé ouais, les portes d'une box de CrossFit décembre 2017, juste avant les fêtes. Et tout de suite, j'ai accroché, quoi. Tout de suite, j'ai accroché. Ok, on va revenir après sur ton taf actuellement, mais pour que les gens se rendent compte, tu vois, bon, moi j'ai été à l'INSEP et tout, donc je connais un peu le quotidien des sportifs de haut niveau qui ne sont pas dans des sports rémunérateurs de fou. Et en vrai, des sports rémunérateurs de ouf, il n'y en a pas beaucoup. Ah, de Comment ouf. ça se passe justement en termes de projection sur l'avenir, etc. Quand tu es dans le BMX et que tu n'as pas forcément d'oseille, que tu es dépendant de tes résultats, mais que peu importe tes résultats, c'est pas un truc qui va te ramener, tu sais très bien que ça va pas te ramener un salaire décent toute ta vie, sauf exception. Il y a peut-être des exceptions comme Teddy Riner est une exception dans le judo, tu vois, par exemple. Mais comment ça se passe mentalement? C'est quoi tes souvenirs vis-à-vis de ça? Ouais, c'est une très bonne époque, hein. En vrai, encore une fois, ça m'a construit en tant que personne. Après, c'est vrai que c'est de la débrouille constante. Donc, c'est un peu la galère, quoi. Il y a des fois, à partir du 15 du mois, ça commence à être très compliqué, tu vois. Et en fait, te projeter en tant que sportif, c'est super dur parce que tu es tout le temps dans la galère. Et en fin de compte, tu te dis pour construire une carrière là-dessus, c'est compliqué, tu vois. Comment je peux me projeter d'aller aux Jeux Olympiques quand je sais pas quoi mettre dans mon frigo des fois, tu vois. C'est un peu le truc où et il y a des mecs comme ça à l'INSEP. Moi, je me souviens avoir vu des reportages, des mecs qui vont aux Jeux Olympiques sur 200, 400, et en fait, au quotidien, ils s'entraînent avec des baskets où il n'y a plus de semelles et les semelles, elles sont trouées parce qu'en fait, ils n'ont pas les moyens de s'acheter une paire de chaussures. Et c'est là où je me dis, ouais, c'est hyper compliqué. Après, quand tu es dans le monde du sport, tu as la tête dans le guidon. Et en fin de compte, tu vois, moi à l'époque, je me posais pas la question, ouais, ma retraite, qu'est-ce que je vais faire plus tard, machin. J'avais déjà un peu deux, trois projets en tête, tu vois, je savais déjà à peu près vers quoi je voulais me diriger, mais j'étais vraiment dans l'instant et j'étais vraiment focus en gros sur ce que j'étais en train de faire actuellement et pas à me projeter 10 ans plus tard, tu vois. Ok. Et il y a un rugbyman qui avait fait une conférence, Raphaël Poulain, qui avait fait une conférence très sympa là-dessus, où il explique, lui, quand il s'est blessé au rugby, par exemple, c'est un peu ce qui m'est arrivé quand je me suis blessé en BMX. Quand tu sors de ce monde-là, tu te rends compte qu'en fait, tu es assisté sur tout. Parce que le club, il faisait énormément de choses, tu vois. Mes parents, ils faisaient énormément de choses. Et en fait, tu es assisté sur tout. Et du jour au lendemain, tu arrêtes ce truc-là et tu es livré à toi-même dans le monde réel. En fait, c'est genre, vas-y, bouge, quoi. Et en fait, c'est chaud parce qu'il y a un vrai décalage entre le milieu sportif et un milieu où ça prend 24 heures de ta journée, tu vois. Et en fait, on te mâche ou pré-mâche tout le travail. Et en fait, dans un milieu de taf où en fait, de 8h à 17h, c'est avec des gens, entre guillemets, hein, pour un taf lambda. Et une fois que c'est fini, c'est fini. En fait, après, tu veux faire autre chose, tu peux faire autre chose. Donc, il y a une vraie différence dans ce truc-là. Il y a eu une petite phase de réadaptation entre les deux qui a été un peu compliquée psychologiquement parce qu'en fait, tu te rends compte que
bah, ta vie, elle va être vachement moins fun quand même, tu vois, que faire du sport toute la journée. Donc, ouais, il y a eu une phase un peu compliquée, mais après, ça s'est mis en place gentiment. Est-ce que c'est toujours un de tes rêves, alors maintenant dans le CrossFit, mais de vivre de ton sport à 100%? Concrètement, actuellement, c'est le projet, entre guillemets. J'ai 28 ans, je sais il me reste pas non plus 20 ans devant moi. Après, je vois des mecs comme Alex Jolivet qui ont réussi un gros respect à lui, qui a réussi à prolonger sa carrière, et qui pourrait encore la prolonger s'il le décidait. Aujourd'hui, il a décidé d'emprunter un autre chemin, mais qui pourrait, euh, qui pourrait décider de prolonger. Aujourd'hui, ouais, c'est un de mes rêves d'essayer de vivre du CrossFit. Donc, je suis en train de mettre en place des démarches petit à petit. Mais ouais, après, ça reste un milieu émergent où il y a de l'argent qui commence à rentrer. Il y a des mecs qui commencent à voir que bah, si tu veux avoir des mecs qui te représentent et qui soient performants, il faut leur donner un petit peu d'argent pour qu'ils puissent vivre à côté. Donc, je pense que ce rêve en CrossFit est atteignable et j'espère l'atteindre. J'espère l'atteindre. Je pense que, alors personnellement, hein, en tant que pratiquant, j'ai l'impression que le crossfitter lambda est extrêmement dépensier pour son sport. Donc, à mon avis, les marques, elles ont tout intérêt, tu vois, à sponsoriser des athlètes qui donnent envie d'acheter au crossfitter lambda. Donc, pour moi, même si c'est émergent, entre guillemets, c'est archi porteur comme milieu. Ah oui, il y a beaucoup d'argent. Encore une fois, tu vois des marques qui sont en train de, tu vois, des marques comme Tyr qui sont dans la natation depuis, je sais pas combien de temps, ça fait des années et des années qu'ils sont en natation, qui aujourd'hui ils ont vu le milieu du CrossFit, ils ont vu une niche, ils se sont dit ok, et en fait ils arrivent dans le milieu, ils ont monté une marque en 3 ans, et en fait là ils donnent des contrats à des gens. Je vois le contrat, bon après ça reste la meilleure de sa génération, mais le contrat qu'a décroché Mal O'Brien avec Tyr, c'est des montants stratosphériques, quoi. Tu vois, là tu commences à monter sur des trucs où tu te dis ouais là t'es vraiment sportif professionnel, tu t'engages auprès d'une marque. Voilà, quand tu commences à prendre des 200, 300, 400 000 dollars à l'année pour des contrats avec une marque, oui, là, tu te dis que légitimement, après, encore une fois, ça reste les meilleurs du domaine, tu vois, ça reste la pointe de la pointe, c'est le 1%. Mais tu te dis que légitimement, ça va se décliner derrière et que de plus en plus, on va arriver à avoir un milieu, entre guillemets, professionnel, d'athlètes professionnels dans le CrossFit. Et ça, c'est vraiment cool parce que, en fin de compte, c'est ce qui va emmener le sport au plus haut, tu vois. Plus tu vas avoir d'athlètes qui sont professionnels et qui peuvent ne faire que ça, meilleurs les athlètes vont être et plus le niveau va être gigantesque, hein. Ouais, c'est Voilà. clair. C'est clair. Qu'est-ce que tu mets en place, toi, à partir de maintenant, là, enfin, je pense que ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années, pour justement réaliser cet objectif? Comment ça se prépare? Bah, déjà, j'ai posé ma demande de disponibilité hier auprès de ma hiérarchie, tu vois, donc c'est en train de suivre son cours. Après, c'est pas pour autant que j'abandonne mon projet pro. Je vais passer un CQP pour quand même pouvoir dispenser des heures de coaching à côté, parce que je veux pas sortir totalement du milieu du taf pour le moment. Tu vois, si l'opportunité se présente et que j'ai des garanties sûres de pouvoir être salarié professionnel dans le CrossFit, ok. Pour l'instant, c'est pas le cas, donc il faut quand même que je trouve un job, mais il faut quand même que je puisse m'entraîner suffisamment, tu vois, pour pouvoir faire les résultats demandés entre guillemets par les marques pour pouvoir être rémunéré derrière. Donc il faut toujours jongler entre deux, c'est toujours une prise de risque, parce qu'en fin de compte, là, je vais passer d'un salaire assez confortable, entre guillemets, à zéro. Enfin, pas zéro, parce que j'ai déjà quelques marques qui commencent à faire le nécessaire pour que je puisse professionnaliser petit à petit ma pratique. Mais tu prends quand même des risques, parce que là, je passe d'un milieu professionnel où je sais que tous les mois, j'ai ma paye qui va tomber, tu vois, à bah là, concrètement, je vais passer en statut d'auto-entrepreneur. Donc, enfin, c'est pas du tout, t'es pas du tout dans la même logique de travail, en fait. Tu vois, là, je suis fonctionnaire, j'ai mes vacances, voilà, j'ai encore une fois, j'ai mon salaire, je vais à la banque pour demander un crédit, les mecs, ils voient mon statut, le crédit, il est accordé. Enfin, tu changes complètement de statut, donc tu prends des gros risques. Mais en même temps, Je les connais, je connais. les changements, ils se font pas sans risque, tu vois. Et je me dis que, en fait, tous les mecs qui ont réussi dans leur projet, c'est parce qu'ils ont ils ont pris les devants, tu vois, ils ont pris le risque d'essayer. Et après, ça marche pas. C'est une disponibilité, tu vois. Encore une fois, je peux revenir dans la police, il n'y a pas de problème. Je pense que je serai accueilli à bras ouverts. Donc, je prends des risques limités, mais je suis obligé de les prendre quand même, dans le sens où, voilà, il faut vraiment que je me tourne le plus possible vers l'entraînement, améliorer ma qualité de sommeil, tu vois, gérer un emploi du temps carré, pouvoir me focaliser à 200% sur l'entraînement pour tirer les meilleurs résultats possibles sur la saison qui arrive
Et dans le meilleur des cas, je touche de la peau de singe, hein, mais voilà, arriver à avoir des marques qui démarchent ou qui sont OK pour travailler avec toi, te filer un salaire et te salarier pour les représenter. Ce qui est totalement envisageable, hein, encore une fois, je le répète, mais c'est un milieu qui est porteur pour ça, je pense. Comment ça se structure tes journées justement pour optimiser au mieux ton entraînement et du coup ta capacité à vivre de ça au final parce que tu vas faire des meilleurs perfs, etc., etc. Là, avec le taf, c'est un peu compliqué parce que moi, je bosse d'après-midi. Donc, si tu veux, je suis en ce qu'on appelle en horaire cyclique et 4-2. Donc, je fais 4 jours de repos, 2 jours de repos. 4 jours de taf, 2 jours de repos, pardon. Donc, en gros, sur mes 4 jours de taf, je travaille du lundi au jeudi. Je vais avoir vendredi, samedi de repos. Ma semaine d'après va recommencer le dimanche jusqu'au mercredi. Et je vais avoir jeudi, vendredi de repos. Donc, ça décale tes jours de repos d'un jour par semaine. Le truc, c'est que c'est un peu pénible, entre guillemets, parce que j'ai un samedi, dimanche toutes les 6 semaines. Donc, tu vois, à chaque fois qu'il y a une compète, que je veux me présenter ou pour une compète, ou pour les quarts de finale, ou pour les semi-finals, tu es obligé de poser des jours. Donc, c'est un peu compliqué parce que, tu vois, je suis pas tout seul. Il y a d'autres collègues qui prévoient des trucs. Donc, tu es toujours un peu dans l'expectative de savoir est-ce que je vais avoir mes jours, est-ce que je vais pas avoir mes jours, etc. Donc, ça, c'est toujours un peu compliqué. Après, pour le quotidien, les jours où je bosse, grosso merdo, je me lève sur les coups de 8 heures. Petit-déj, j'essaie d'arriver à la salle sur les coups de entre 9h45 et 10h15 selon les jours, selon si j'arrive à me sortir de mon lit assez rapidement ou pas. Là, je t'ai niqué ta journée là. Non, 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 il y a pas de lézard. C'est levé un peu plus tôt, mais ça va, j'ai pas non plus abusé. Ouais, derrière, je m'entraîne de 10 à 13. En général, je fais des séances de 3 heures, tu vois. Alors, j'ai pas le choix. Donc, c'est pas optimal parce qu'en termes physiologiques, au bout de 3 heures, la moitié de ce que tu fais sert à rien. Mais dans l'idée, enfin, ça sert à rien avec des gros guillemets, mais ça n'aura pas le même impact que si je l'avais découpé en 2 séances d'une heure et demie, par exemple. Donc voilà, derrière, je pars au taf sur les coups de 13-15. Donc là, à partir de ce moment-là, c'est la course. Parce que du coup, je pars au taf, j'arrive au taf, il faut que je me douche, il faut que je mange, il faut que je me change, je prends mon service et derrière, je termine à 22h30. Quand tout se passe bien. Si j'ai pas une intervention de dernière minute, si j'ai pas un bandit qui a décidé de pas me laisser rentrer chez moi, tu vois. Et là, je peux finir beaucoup plus tard, mais en règle générale, je finis sur les coups de 22h30. Euh, donc le soir, pareil, derrière, tu rentres, bah, il faut faire ta vaisselle de la journée, il faut faire un peu de stretch. Tu vois, en ce moment, je fais pas mal d'exercices de respiration, donc c'est pareil, tu le fais le soir avant de rentrer. Et en fin de compte, tu te couches, il est pas, enfin, c'est pas avant minuit, minuit et demi, tu vois. Donc ça fait des grosses journées avec assez peu de temps de sommeil, c'est vraiment pas l'idéal. Donc c'est assez speed comme journée en fait. Tu vois, heureusement, je suis quelqu'un qui a pas besoin d'énormément d'heures de sommeil. J'arrive à bien gérer avec ça. Et je pense qu'au fil des ans, mon corps il s'est aussi un peu habitué à pas trop dormir et à encaisser un peu tu vois, l'impact physique derrière. Après, sur mes jours de repos, j'essaie de dormir un peu plus le matin. Et par contre, j'essaie de faire du bi-quotidien. Donc, du coup, ça me défonce un peu mes journées de repos. Tu vois, mes journées de repos passent très très vite. Mais bon, c'est Non, le mais prix. c'est plus efficient d'un point de vue physiologique, c'est plus pertinent quoi. Ah, carrément, carrément. Et du coup, je découpe en deux, voire des fois trois séances, selon comment ma journée est répartie. Il m'arrive de faire 3 séances. Alors après, c'est pareil, hein, c'est pas 3 séances avec 3 metcon, machin. Il y a du renfo, il y a du stretching, il y a machin. Enfin, des fois, tu vois, quand je te dis une séance, c'est je rentre chez moi le soir, je fais 43 minutes de mobilité de stretching, c'est une séance. Tu vois. Mais Ça fait partie d'une qualité physique, donc c'est du process et il faut surtout pas le négliger. Mais ouais, mes journées de repos, du coup, sont assez courtes parce qu'elles sont rythmées par l'entraînement, par la préparation de la nourriture pour la semaine de travail, tu vois, parce que j'essaye de tout préparer en amont pour essayer de gagner un maximum de temps, parce que je suis à la minute près, en vrai, sur mes journées de taf, tu vois, aujourd'hui, c'est un peu différent, parce que vendredi et samedi, on est décalé, je fais 16h30, minuit 40. Donc, tu vois, je finis encore plus tard. Mais en revanche, ma journée avant, elle est un peu plus chill, et même là, en général, j'arrive à m'entraîner 2 fois. Tu vois, là, je vais partir à 10h de la maison, je vais arriver sur les coups de 10-15, 10-30. Je vais faire une première séance, je vais faire une pause déj et après je vais refaire une deuxième petite séance, assez courte, mais qui aura quand même. Et du coup, physiologiquement, déjà, je sens que ces séances-là, elles n'ont pas du tout le même impact
que les gros blocs d'entraînement que je peux m'imposer sur les jours où je travaille d'après-midi. Je travaille à 14h30. Tu vois. Donc, Ouais, c'est grosso sûr. merdo, mes journées, elles sont découpées comme ça pour le moment. Après, l'objectif, ça sera voilà, de pouvoir coacher 2-3 heures par jour et Mhm. le reste du temps de pouvoir dédier ce temps-là à l'entraînement. Tu vois. Vraiment plus focalisé sur cette partie. Donc aujourd'hui, tu es dans la police. Ouais. Je dis pas de conneries. J'y connais pas grand-chose, tu vois, mais tu es dans quel je veux dire secteur? Je sais pas comment on dit, tu vois, secteur, je sais pas comment ça se passe. En Alors, gros, qu'est-ce que tu fais, tu vois? moi, je suis en ce qu'on appelle en brigade spécialisée de terrain. Donc moi, mon terrain, c'est ce qui est Châtelet-Léal sur Paris. Et plus précisément, enfin, je fais Paris 1, 2, 3, 4. Tu vois, c'est tout l'hypercentre parisien. Plaisir. Quel Et plaisir. ouais, c'est un très beau secteur, assez mal famé par endroits, mais c'est un très très beau secteur. Et moi, mon taf, donc moi je suis en tenue, hein, et mon job, c'est de faire du flagrant délit en tenue. Donc en gros, moi, c'est de sécuriser mon secteur, de faire en sorte que les gens qui se baladent tranquillement dans Châtelet-Léal, ils soient pas importunés par des mecs qui soient venus arracher leur sac. Et il y en a un paquet. Et de faire en sorte que mon secteur il soit calme et que ce soit bien tenu, bien correct, propre quoi, et que les Parisiens ils puissent faire leur vie tranquillement sans regarder derrière eux toute la journée. Donc c'est assez éreintant parce que je travaille à pied. Donc je marche en moyenne 10 à 15 km par jour, tu vois, juste au taf sans compter le reste, avec 10-12 kilos de matériel sur le dos. Donc c'est assez éreintant. Sans compter que parfois, bah, forcément, hein, les mecs qu'on interpelle sont pas toujours cool avec nous, donc ça peut arriver de se rouler un peu, de machin. Donc c'est toujours un peu difficile de gérer ça, le sport à côté, parce que la blessure, tu vois, t'as beau faire ce que tu veux à l'entraînement, la blessure, elle viendra pas forcément de moi. Donc il faut quand même essayer de se préserver un peu. Après, je travaille sur un secteur où c'est pas non plus, c'est pas Bagdad, hein, mais tu tombes toujours sur des mecs qui sont un peu récalcitrants, qui ont envie un peu de se challenger avec des mecs qui portent une tenue. Donc il faut faire attention à soi. Et puis voilà, au-delà de ça, le fait de marcher 15 bornes par jour, bah, c'est quand même assez contraignant parce que bah, ça t'use. Hein, Ah, ça surtout si tu as t'use du pas poids mal. et tout, ouais, c'est clair. Ouais, ouais, après, voilà, Tu es tu t'y prêt pour le habitues. Murph, quoi. C'est ça. C'est ça. Donc, ouais, faut se préserver, faut penser à bien s'hydrater. Pareil, là, la nutrition, elle rentre en jeu plus, tu vois. Faut penser à bouffer et tout. Donc, je sais que je suis un peu casse-couille avec mes collègues. Je leur fais faire des pauses toutes les 2 heures pour manger, tu vois. Mais en même temps, j'ai pas trop de choix. Sinon, à ce rythme-là, je peux être 32 kilos et après, c'est foutu, quoi. C'est sûr. Est-ce que vous avez un entraînement spécial justement pour bah, voilà, les situations où il y a embrouille, il y a du physique, etc. Je te pose cette question en tant que combattant parce que ça m'intéresse de savoir si justement vous apprenez et vous entraînez, vous automatisez des trucs pour contrôler les gars ou tu vois, parce que ça doit arriver que Alors, vous on a des tapiez. Alors, formations. entre guillemets, le but c'est de ne pas faire mal au mec, mais de le maîtriser, quoi. Exactement. Je vois un peu votre travail, mais est-ce que vous continuez à vous entraîner là-dessus ou une fois que c'est acquis et puis Non, on a de la formation. Alors déjà, il faut savoir que, ouais, comme tu l'as dit, le but, c'est jamais de blesser, hein. Nous, on est là bien pour sûr. protéger avant tout et protéger même des fois les individus d'eux-mêmes. Et c'est souvent ce qui est le plus difficile. Et c'est ce qui paraît aux gens, tu vois, sur voie publique, ce qui paraît aux gens le plus incongru. Mais quand tu tombes face à des mecs violents, il y en a un paquet. Un, il faut te protéger toi. C'est le plus important. Deux, il faut protéger les gens qui sont autour, parce qu'en fait, ces mecs-là, ils regardent pas ce qu'il y a autour d'eux, et s'ils doivent fracasser un mec à côté d'eux, ils en ont rien à foutre. Et trois, il faut les protéger eux, parce que malgré tout, voilà, ça a beau être des crapules et ça a beau être des mecs qui sont là pour te faire mal, toi, t'es pas là pour le blesser, en fait. T'es là pour le maîtriser sans le blesser. Donc forcément, c'est bien que tu l'aies rappelé. Et c'est souvent assez difficile, parce que voilà. Moi, je suis admiratif de ça, hein. Vraiment, je suis admiratif de la capacité à maîtriser un mec sans lui faire vraiment mal. Je trouve ça incroyable, tu vois, pour moi, être quelqu'un Très qui. bien, parce que, bah, Ouais. qu'en France, on se pose cette question, hein. Je veux dire, moi, je Ah, vois toutes mais les oui, policiers oui, se tromper. Le mec ne se pose pas la question. Il fracasse le mec, il le ramène, et après, on voit ce qu'on fait. Nous, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne chez nous. C'est pas du tout dans les mœurs, et on nous le martèle constamment. Hmm. Euh, Ah, sinon, après, tu finis sur voilà. Instagram. On va pas rentrer dans la politique, etc. Mais voilà, nous, notre but, c'est vraiment de protéger l'individu avant tout. On est même dans le pays des droits de l'homme, c'est hyper important, tu vois. Après, encore une fois, oui, on a une formation, donc on a une formation continue à l'école de police, où effectivement, toutes les semaines, on fait du combat. Et après, c'est pareil, c'est pas du combat de rue. C'est-à-dire qu'on va faire de la boxe, on va boxer, mais on va boxer toujours en gants ouverts, parce que derrière, on va boxer pour
amener à une Neutralisé, interpellation, ouais. Hmm. voilà, à maîtriser l'individu, à l'interpeller, à l'écarter de la voie publique. Donc, à l'école de police, c'est très suivi. On a une formation qui est assez correcte. Je ne vais pas rentrer dans les détails, etc. Mais voilà, si tu suis un petit peu ce qu'on fait à l'école de police, le mec qui fait sa scolarité, il sort de sa scolarité, il doit être formé. Alors, il n'est pas à la pointe, c'est pas un robot, hein, c'est pas un T800, mais normalement, tu sors de l'école de police, t'es formé, t'es paré à faire face à l'adversité. Après, au quotidien, c'est compliqué parce que normalement, déjà, on est censé avoir des horaires sport, tu vois, 2 heures par semaine, ce qui est déjà ridicule, tu vois, 2 heures de sport par semaine. On ne les a jamais. Alors, pour des raisons politiques, pour des raisons hiérarchiques, pour des raisons de sous-effectif, de ce que tu veux, ils invoqueront toujours une raison pour essayer de pas te filer tes heures de sport. Alors, il y a des services qui les ont, il y en a d'autres qui ne les ont pas. Moi, je fais malheureusement partie des services actuellement où on n'a pas de créneau sport. Donc, c'est un peu de la débrouille. Le reste, c'est un peu de... tout est en auto-formation. Tu vois, moi, je prétendais, là, avant de vouloir quitter l'institution, après, peut-être que j'y reviendrai plus tard, on ne sait pas de quoi demain est fait, mais avant de vouloir quitter l'institution, je voulais passer des tests pour des groupes spécialisés et dans l'auto-formation. Il faut que tu prennes une licence en stand de tir, que tu ailles tirer par tes propres moyens. Parce que nous, on fait 3 tirs par an. 3 tirs par an, si tu fais pas de la manipulation d'armes chez toi, si tu t'entraînes pas à manipuler ton arme, à être à l'aise avec, c'est pas suffisant. On va pas se mentir, c'est pas du tout suffisant. Pareil, la boxe, moi, j'ai arrêté maintenant que le projet est de se lancer un peu plus dans le CrossFit, mais il m'arrivait régulièrement, notamment quand je bossais avant sur mon ancien secteur sur le 8e, d'arriver en avance au service, 1 heure en avance au service et de mettre des rounds pendant 3 quarts d'heure avec les collègues avec qui je bossais, tu vois. Déjà, c'est hyper important parce que ça te permet d'établir une vraie confiance avec tes collègues, tu vois. Quand tu boxes avec eux, tu crées vraiment un lien, tu vois. C'est pas juste de la bagarre. C'est-à-dire qu'il y a ce truc-là et toutes les unités d'intervention. Tu regardes aujourd'hui, les mecs, ils se bagarrent toute la journée. Mais parce que ça crée des vrais liens, ça crée une unité au sein du groupe, tu vois. Donc je le faisais avant un petit peu, mais tout est en auto-formation. On en a de temps en temps, on est demandeur de stage, il y en a. Le souci, c'est que c'est pas comme en gendarmerie. Tu vois, en gendarmerie, les formateurs font partie de l'unité. Donc les mecs, ils te voient au quotidien, ils savent ce qu'il faut bosser, ils savent ce qu'il faut faire. Nous, c'est pas militaire. Donc en fait, les formateurs sont détachés, sont dans des stands de tir, dans des salles de sport police. Mais en fin de compte, on ne les voit que très peu. Donc tu vas les voir, tu vas avoir 3 heures ou 4 heures de formation sur une matinée. Et en fait, après, tu vas être relâché sur voie publique et tu n'auras plus de formation pendant 5 mois. Donc c'est vraiment pas suffisant. Il faut faire énormément d'auto-formation. Alors, moi, je sais qu'en tout cas, c'est ce que j'ai fait au quotidien quand j'étais vraiment beaucoup plus investi que ce que je le suis actuellement. Je reste toujours très professionnel, mais un peu plus en recul par rapport à mon approche du travail. Tu vois ce que je veux dire? Et Ouais, bien sûr. tu fais quand même, tu passes beaucoup de temps en dehors de tes heures de taf. C'est ça qui est très prenant en fait. Tu passes en dehors de tes heures de taf sur ton temps personnel à pratiquer et essayer d'améliorer ton quotidien de policier. Je t'amenais sur cette question parce que vu que tu as un peu touché à tout, entre guillemets, dans le sport et que tu as l'air de, voilà, d'être passionné par l'activité physique en général et le dépassement, est-ce que justement les heures de cours de combat que tu as eues, c'est un truc qui t'a fait kiffer et que les sports de combat peuvent être, bon, pas maintenant, évidemment, tu vois, mais une projection qui t'intéresserait? Est-ce que tu as kiffé le process justement de la boxe et tout? Alors, ouais, à la base, j'étais pas fan du tout, hein. Je te cache pas, quand je suis rentré en école de police, on m'a dit, ouais, il va falloir se bagarrer. Moi, la seule fois où je me suis bagarré de ma vie, c'est parce que j'avais pas le choix. Et je suis vraiment, tu vois, je suis pas quelqu'un de violent à la base. Je suis très nerveux, mais je suis pas quelqu'un de violent. Et en fin de compte, j'ai appris à apprécier le processus au fil de la scolarité. Parce qu'une scolarité, elle dure 1 an, tu vois. Et tu passes ta vie à te bagarrer avec des mecs toujours avec les mêmes. Moi, j'ai eu de la chance, je suis tombé sur un mec, sur Flo, un mec avec qui j'étais du coup en classe, qui était un ancien combattant pro. Il a fait de la cage, il a fait du free fight. Enfin voilà, c'est un mec. Je vais te dire, j'ai boxé 1 an contre lui. La seule fois où je l'ai touché, c'est parce que lui, il a bien voulu que je le touche. Donc tu vois, c'était une vraie plaie pour moi. C'était un enfer. En attendant, j'ai beaucoup appris. Et autant je trouve que le CrossFit est un sport très humble, autant je trouve que les arts martiaux, dans leur globalité, le sont encore plus. Parce que, tu vois, en CrossFit, bon, si tu prends une rousse, tu prends une rousse. En boxe, ou en peu importe, dans n'importe quel sport de combat, si tu prends une rousse, tu te fais littéralement péter la gueule. Donc ça te remet à ta place, tu vois, et tu mets ta vie en danger, entre guillemets, enfin pas entre guillemets, il y a des mecs qui meurent tous les ans dans des combats de boxe,
Donc je trouve que c'est encore plus humble comme sport, tu vois, ça respire l'humilité. Et en fait, il y a des vraies valeurs qui sont hyper intéressantes et qui t'apprennent un peu à te remettre à ta place, tu vois, des fois en tant que mec. Où tu te dis, ouais, moi, si, et là, et machin, et truc. En fin de compte, monte dans un ring, fais 3 rounds, prends des patates plein la bouche pendant 10 minutes, 10-15 minutes, là, ressors avec la tête un peu comme un ballon de rugby, tu vois. Et tu vas voir que ton discours derrière, ça va un peu changer. Tu vois, ton ego, tu vas un peu le mettre dans ta poche et tu vas comprendre que ça fonctionne pas toujours comme ça. Et c'est hyper important. Donc ouais, j'ai appris au fil du process à apprécier ces sports-là et je les trouve vraiment très très beaux. Tu vois, aujourd'hui, je suis très friand bon après ça reste l'extrême, mais je suis très friand de UFC. Voilà, tu regardes aujourd'hui, Ouais, ouais, moi, je trouve pas ça si du extra. Il combat y a niveau pire, des il arts y a pire que martiaux, ça. Ouais, ouais, ouais. c'est un brave mélange de tout, tu vois. Ouais, Et, moi, je trouve que athlétiquement, c'est incroyable. Vraiment, on se rend pas compte, en fait. Vraiment, on n'arrive pas à se rendre compte. Même moi qui suis combattant, tu vois, on a du mal à se rendre compte des capacités physiques multiples qu'ont ces mecs-là. Il y a pire que ça, hein. Maintenant, ça commence à se démocratiser. Les combats de rue, j'appelle ça, tu vois, mais comment ça s'appelle? C'est un dérivé de la boxe anglaise sans gants. Tu sais, les Anglais, ils aiment oui, bien ça, ouais, là. il Et part. il y a un Français qui est chaud là-dedans. Putain, je vais plus me rappeler du nom. Bref, ça, c'est extrême, tu vois. Vraiment, pour les gars qui connaissent, sans gants, c'est vraiment, on est dans quelque chose de. Déjà, quand tu as boxé en mitaine, tu te rends compte que déjà, c'est pas Exactement. la même histoire, tu vois. Quand au bout de deux coups dans la bouche, tu as la lèvre qui est ouverte en deux, tu as une arcade qui pisse le sang, déjà, tu te rends compte que c'est pas la même histoire. Et encore une fois, grand respect aux mecs qui font de la boxe anglaise et tout ça, tu vois. Mais tu te rends compte vraiment quand tu as des mitaines, c'est pas la même chose, quoi. C'est Quand tu prends, différent, par hein. exemple, Ça dans tape plus fort, l'angle, hein. déjà, tu te rends compte ça, les mecs, ils arrivent à se tabasser 25 minutes comme ça, sans mettre une fois le genou au sol. Tu te dis, ça reste incroyable et ça t'amène à, voilà, un peu, quand tu fais un peu une introspection, à te dire, OK, moi, je suis peut-être très bon dans mon domaine, mais il y a ces mecs-là qui sont excellents. En fait, eux, c'est des armes, tu vois. C'est le Là, terme. c'est fort physiquement, parce que nous, OK, on est très fort physiquement, on est des beaux athlètes, on est marchands, on est ce que tu veux. Ces mecs-là, c'est des armes, en fait. Tu les laisses dans n'importe quel milieu, il y a personne qui va leur mettre une tape sur l'épaule, en fait. Tu vois, et qui va venir, s'il y a toujours un mec qui est un peu débile qui va venir leur casser les couilles, parce que c'est le challenge, qui va lui casser les couilles, il y a un mec qui fait de la boxe, tu vois. Mais, voilà, c'est très drôle. Quand tu vois la vidéo de Greg MMA, si c'est Ngannou, il met un coup de bâton en pleine gorge, l'autre il bouge pas, il lui dit non, mais moi je me sens pas en danger en fait. Alors tu Ouais, vois, c'est ouf, le mec, ouais. même en milieu hostile, le mec il te regarde, il dit non, non, mais moi ici je me sens pas en danger. Le mec, c'est le combattant entre guillemets le plus fort du monde, tu vois. Donc, Mm. non, non, c'est un milieu, mais c'est un milieu qui est très humble, qui apporte des vraies valeurs, tu vois. C'est un, C'est vraiment, ouais, moi, c'est quelque chose pour lequel j'ai beaucoup d'attrait. Je pense que tout le monde, mec ou fille, hein, et peut-être même plus les filles que les mecs, devraient, à un moment de leur vie, tu vois, avoir fait un sport de combat qui est un vrai art martial et avec toutes les valeurs que ça véhicule et surtout l'humilité qui en découle dans ce que tu as dit. Quand tu te fais monter en l'air sur le tatami, sur le ring, peu importe, ça te remet les idées en place et ça te montre qu'il y aura toujours plus fort que toi. 8 mai ou de machin ou de trucs où Exactement. tu fais éclater, bah voilà, tu t'assois, tu prends 5 minutes, ça va bien se passer, remets-toi un peu à ta place, tu vois, mets ton ego au fond de ta chaussette et ça va aller, tu vois. C'est ça, Et mais c'est important, ouais. Enfin, je pense que c'est important dans la vie d'avoir des moments qui te remettent comme ça de... Ouais, moi, je tranquille. pense que l'humilité, c'est la valeur numéro une dans le sport, tu vois. Moi, je le dis souvent, il m'est arrivé une expérience quand j'étais tout petit, quand je faisais du BMX. J'ai eu de la chance, entre guillemets, j'étais génétiquement bien doté, j'ai des qualités athlétiques qui sont cool. Et petit, j'ai tout de suite été très fort en BMX et dans ma région, j'ai tout de suite été le plus fort. Et je dominais tellement que petit, tu sais, quand voilà, t'es un peu tout feu, tout flamme, et je me souviens d'un samedi, on est autour de la table avec mes deux frères et ma mère, tu vois, mon père, il est déjà parti sur le lieu de la compète. Et mon frère, il me pose la question, il me dit, bon, bah, ça va bien se passer aujourd'hui. Moi, blasé, je lui dis, oh, bah, de toute façon, je vais encore gagner. Voilà, ça va être, c'est bidon, quoi. Mon frère, il me dit, tu devrais faire attention et pas parler comme ça. Parce que ça, c'est un peu avoir, tu sais, t'es petit, j'avais 8 ans, il me dit ça, c'est avoir la grosse tête. Et le truc, c'est que il peut toujours se passer un événement qui fera que ça va te remettre à ta place. Et en fait, ça m'a mis un peu un coup de froid. Je pars l'après-midi sur la compétition. Le BMX, ça fonctionne un peu comme l'athlé. Tu as plusieurs tours de piste, c'est des pistes de 400 mètres, et à chaque fois, les quatre meilleurs sont qualifiés jusqu'à la finale. Et à la finale, bah, après, advienne que pourra, tu vois. Le départ tombe en finale, je mène la course.
Deuxième virage, je suis tout seul devant, 10 mètres d'avance, je glisse, je tombe, tout seul. En fait, bon, bah là, tu vois, hop, karma, je finis la piste, forcément, 8 piges, je suis en train de chialer tout ce que j'ai, machin et tout. Et en fait, depuis ce moment-là, tu vois, ça a vraiment été un déclic, tu vois, en termes d'humilité. Quand les gens me disent, ah ouais, mais toi, t'es machin, ouais, mais toi, ouais, peut-être. Mais n'oublie pas que aujourd'hui, je suis là, demain, je suis plus là, tu vois. Et moi, ça m'a vraiment mis une claque d'humilité, pour le coup, tu vois, en pleine bouche. Et depuis ce moment-là, effectivement, j'essaie toujours de, alors, il faut être sûr de soi, il faut avoir confiance en soi. Voilà, si tu veux être un des meilleurs dans ton domaine, tu n'as pas le choix que de te faire confiance, d'assumer le statut que tu as de par le fait que tu es un des meilleurs de ta discipline. Mais n'oublie pas quand même que, voilà, tu vois, l'humilité, c'est hyper important. Et en plus, je trouve que l'humilité, c'est vraiment, tu vois, sur une personne, c'est une putain de qualité. Moi, quelqu'un qui est humble, ça va me donner envie d'aller lui parler, de m'imprégner un peu de ce mec-là, tu vois. Des mecs qui ont un peu le boulard, qui disent ouais, moi je suis le meilleur de ma discipline, je roule sur tout le monde et tout, ouais, c'est cool, mais en fait, si t'as cette mentalité-là, j'ai rien à apprendre de toi. Et vraiment, je trouve que ça, pour moi, c'est le maître mot dans le sport. Tu vois, c'est la valeur qu'on devrait inculquer aux enfants depuis tout petit. C'est l'humilité. C'est ce qu'on t'inculque dans les sports de combat, de par mon expérience. Personnellement, c'est un truc qu'on t'inculque obligatoirement quand tu commences. Je vais rebondir là-dessus et tu vas faire un peu l'avocat du diable. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont déjà dit que tu n'étais pas humble dans le sens où peut-être qu'avec les réseaux sociaux, tu vois, tu mets en avant ton image, mais ce qui est normal parce que tu es un athlète, donc tu vas pas mettre en avant l'image de ton canapé, tu vois. C'est ton image qui est en avant, donc c'est tout à fait logique. Et peut-être qu'en compète, tu peux être, je sais pas, tu sais, tu peux être concentré avant un autre, donc tu parles pas forcément aux autres. Tu es en train d'écouter ta musique, tu n'es pas forcément ouvert, normal. Moi, il n'y a rien qui me choque. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui t'ont reproché, je pense pas face-face, parce que les gens, généralement, ils disent pas ça en face-à-face, mais justement de pas être humble et d'avoir un peu le melon. Alors, face à face, on m'a jamais dit, on m'en a jamais fait part. C'est jamais revenu à mes oreilles que j'avais le melon et j'espère surtout ne pas l'avoir. Mais par contre, c'est vrai qu'on m'a souvent dit, quand on te connaît pas, tu fais hyper fermé, tu fais hyper froid. Et en fait, quand tu me connais un peu, tu te rends compte que c'est pas du tout le délire du personnage, tu vois. Mais ouais, ça m'est souvent arrivé qu'on me dise, ouais, effectivement, quand on te connaît pas, tu fais très froid, tu fais machin. Après, encore une fois, je suis dans ma compète, donc je suis très concentré, je suis vachement axé sur mon truc. Et tu vois, j'ai réécouté les commentaires de la finale des French, où Ellie dit, waouh, c'est super de me voir sourire, lui qui a le visage souvent si fermé. En fait, non, j'ai le visage fermé, ouais, 10 minutes avant mon WOD. Mais tout le reste de la journée, tu vas me croiser chez les vendeurs, tu vas me croiser dans les couloirs de la compète, je vais être souriant. Si tu viens me checker, il n'y a pas de souci. Je vais prendre 10 minutes de mon temps pour te parler. Et je me fais même souvent engueuler par ma meuf à cause de ça parce que je prends trop de temps pour parler aux gens, tu vois. Elle me dit, allez, dépêche-toi, on n'a pas le temps. Ouais, mais en fait, moi, les gens viennent me parler, je vais pas les envoyer bouler, tu vois. Pareil, je reçois des messages sur les réseaux sociaux, j'essaie toujours de répondre et toujours de répondre de manière correcte, tu vois. Alors que je reçois pas toujours des messages très sympas. Mais en fait, ça fait partie du jeu. Si tu acceptes de mettre ton image sur la table, il faut que tu acceptes, faut que tu acceptes les critiques parce que ça fait aussi partie du truc. Mais faut accepter que des fois, les gens, ils perçoivent une image de toi que tu n'es pas. Tu vois, deux, effectivement, par les réseaux sociaux, deux, par les on-dit, deux, par le mec qui va te croiser une fois et ça va être la fois où bah, tu viens de te faire démolir sur un WOD, du coup, tu es dégoûté de la vie. Et en fait, tu vas pas forcément lui accorder l'attention qu'il attendait que tu lui accordes, tu vois. Et donc, forcément, il va avoir un peu cette mauvaise image de toi. Après, si 95% ou j'ai même 98% du temps, t'es souriant, t'es avenant avec les gens, on te demande une photo, tu t'arrêtes pour prendre une photo, on te demande de discuter, tu discutes 5 minutes avec les gens, mais en général, ça se passe bien. Moi, j'ai toujours des bons retours et j'espère avoir une bonne image dans le milieu du CrossFit, tu vois, parce que je pense que je suis quelqu'un de fondamentalement super sympa, parfois trop. Ça semble dit assez régulièrement, par contre. Donc, ouais, j'espère avoir une image de quelqu'un de positif et de gentil. Ouais. C'est ce que j'ai l'impression. Tu parles des réseaux sociaux, on va en parler vite fait. J'ai vu que tu voulais t'équiper là, enfin que tu t'étais équipé en matos pour filmer, faire des trucs de plus quali. Alors ça va Yes. forcément avec le développement de ton image et cet objectif
de professionnaliser le truc au max parce que voilà, aujourd'hui, si tu fais des vidéos avec un Nokia 3310, bon, les Nokia 3310 font pas de vidéos, mais c'est pas bankable sur Instagram, on va pas se mentir. Comment tu utilises, toi, les réseaux sociaux? Est-ce que tu dédies un temps ou est-ce que tu es un peu sur ton téléphone, tu poses, tu reprends, machin? Tu me dis que tu réponds à tout le monde. Je sais que c'est pas facile de répondre à tout le monde. Quand tu es un athlète, tu dois avoir beaucoup de messages. Tu as parlé des messages qui n'étaient pas très sympas, on va y revenir aussi. Comment tu gères ça? Est-ce que tu as un truc précis qui est justement professionnalisé dessus ou tu le fais voilà, comme si tu utilisais ton truc en perso, quoi? Non, je le prends un peu comme un jeu, en fait. Tu vois, alors là, je me suis professionnalisé en termes d'image et tout parce que moi, j'aime voir des beaux contenus, tu vois, sur Instagram. Et en fait, j'aurais plus tendance à m'abonner à quelqu'un qui fait des beaux contenus qu'à quelqu'un qui fait beaucoup de contenu. Donc, je me suis dit, voilà, j'avais un peu de thunes et tout. Je me suis dit, vas-y, j'ai envie de me faire un plaisir. Après, c'est aussi un plaisir perso, tu vois. Tu pars en vacances, ton appareil photo, tu l'as, tu peux faire du machin, du truc et tout. Et du coup, je me suis dit, voilà, aujourd'hui, si je veux effectivement essayer d'arriver à manger avec le CrossFit, au-delà des performances, parce que chez les hommes, c'est souvent la performance qui fait que tu vas être très suivi, très regardé, etc. Mais il y a aussi une part d'image où, en fait, si tu prends soin de tes réseaux sociaux, que tu fais des publications un peu sympas, que tu te casses un peu la tête à faire des petits trucs un peu cool, c'est aussi ce qui fait que les gens, ils ont envie de te suivre et d'apprendre à te découvrir. Parce qu'en fait, les gens, au départ, ils vont te suivre parce qu'ils ont vu une publication qui leur plaît bien. Et derrière, ils vont te suivre parce que, ah bah tiens, j'ai vu qu'il a mis telle publication, c'est sympa un peu le mindset qui dégage, c'est sympa un peu la motivation qu'il nous envoie et tout, c'est cool, tu vois. Donc, du coup, je me suis vraiment, ouais, je me suis équipé un peu pour essayer de faire ça. Après, je vais m'essayer au vlog YouTube, je garantis rien parce que c'est vraiment un exercice qui est très particulier et c'est super difficile. En vrai, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui arrivent à parler face caméra sans complexe. Moi, c'est un truc, ça m'horripile. Voir parler avec caméra, ça me sort par les yeux, tu vois. Mais encore une fois, c'est un truc qui aujourd'hui marche plutôt pas mal. Et je trouve ça, moi j'adore regarder ça, tu vois, sur YouTube notamment. Tu vois, Craig Ritchie, j'adore les vidéos qu'il fait. Je trouve que c'est super sympa. Pourtant, il filme pas grand-chose, tu vois, il y a rien de très compliqué dans ce qu'il fait, il y a rien de très élaboré. Mais je trouve ça hyper sympa à regarder, je trouve ça hyper visuel, c'est super cool. Et Willy, c'est pareil, il fait des petites vidéos qui sont assez cool à regarder, tu vois. Après, c'est pareil, il se casse pas la tête non plus. C'est pas des heures de montage, c'est pas du Thibaut InShape, tu vois. Mais encore une fois, il fait le job et c'est cool, tu vois. Pareil, Denis avec HFS, ils ont monté un vlog, tu vois. Denis, c'est pareil, ce qu'il fait, c'est super cool à regarder. En plus, tu vois vraiment leur quotidien, tu vois vachement leur état d'esprit et tout. Et tu arrives un peu à t'imprégner de ce truc-là, et je trouve ça super cool, tu vois. Et je me suis dit, si eux, ils le font, pourquoi moi, je m'y essaierais pas? Alors, ça veut pas dire que ça va marcher, hein. Mais je me dis que ça peut être cool de se lancer là-dedans, tu vois. Moi, c'est un format que j'aime regarder, donc je me dis que si moi j'aime regarder, je pense qu'il y a d'autres crossfitters qui aiment regarder ce genre de format et qui seraient amenés à regarder ce que je peux faire, quoi. Ouais, puis d'un point de vue totalement technique, tu vois, le fait de filmer des trucs un peu plus longs comme ça, tu peux te servir de petits passages pour faire du contenu pour Instagram ou pour Ouais, les tu autres peux. réseaux. Après, Donc, c'est intéressant aussi. quand je vois aujourd'hui Bon, après, encore une fois, ça reste les Games athlètes, hein, mais ce qu'ils sont amenés à faire, bon, ils ont des réseaux de com derrière qui sont monstrueux, mais C'est différent, ouais. des contenus qui sont. C'est de la photographie, quoi, tu vois, c'est Ouais, vraiment. mais ils payent quelqu'un pour le faire, tu vois. Ouais, C'est ouais. Non, différent. après, c'est encore différent, tu vois. Quand je vois typiquement les réseaux de Noah Olsen, c'est ce qu'il partage sur ses réseaux, c'est absolument incroyable. Non, mais, Encore une mais fois, en fait, des c'est quand millions de t'as. gens, c'est Ouais, devenu. Après, il faut faire aussi attention à être dans le juste milieu entre l'athlète et l'influenceur, tu vois. Moi, je veux pas avoir une image de. Je suis un athlète, je veux pas avoir une image d'influenceur. Je veux vraiment que ce que je partage, ce soit un mindset, un quotidien d'entraînement, ce soit un peu de motivation, tu vois. C'est vraiment essayer de booster un peu aussi les gens. Mais je veux pas être un influenceur habit ou un influenceur muscu, tu vois. C'est pas du tout l'objectif. Ça marche très bien pour certains, pour certaines. Moi, c'est pas mon objectif, c'est pas mon credo, tu vois. c'est en perte de vitesse, ça, quand même, hein. C'est en perte de vitesse, hein. Ouais, parce que c'est du contenu assez vide en fin de compte. Tu Ah vois, bah, très, très, très vite même. tu vends une image et tu vends un physique et voilà. Et encore une fois, T'es un panneau publicitaire, quoi. ceux pour qui ça marche, c'est super pour eux, tu Oui, vois. Moi, je suis tant très mieux, bien sûr, bien sûr. ils gagnent leur vie avec ça, c'est très très cool. Moi, c'est pas mon but, quoi, tu vois. Mon but, c'est vraiment d'essayer de dégager une image d'un bel athlète, d'un mec qui partage voilà, du contenu qui est motivant et faire en sorte que les gens ils se régalent avec ça, tu vois.
Quelqu'un qui a C'est vraiment de belles valeurs et qui les partage, quoi. ça. Ouais. Justement, Si, on va passer à la partie, l'avant-dernière partie de ce podcast. Je ne sais pas si tu as écouté les autres, mais je vais t'expliquer un petit peu le concept. Je bon, vais te faire une liste de valeurs. Je vais te donner une liste de valeurs qui sont des mots, des termes sur lesquels tu mets des choses qui te sont propres et qui sont importantes pour toi. D'un point de vue perso, d'un point de vue sportif, c'est la même chose. Généralement, ça va avec. Et tu dois m'en garder trois. ok, Trois qui sont clés. Je vais t'en donner pas mal, je vais t'en donner une petite vingtaine. Tu me gardes vraiment les trois qui te sautent aux yeux, quoi. Enfin, à l'oreille plutôt. vas-y, T'es prêt? vas-y, c'est parti. Allez, c'est parti. Ambition, amour, authenticité, bienveillance, combativité, courage, efficacité, équilibre, excellence, exemplarité, famille, générosité, intelligence, liberté, performance. Et en dernier, je vais te mettre travail. Si tu devais m'en garder trois parmi toutes celles-là. Je sais que c'est pas facile, parce que ça fait Numéro beaucoup un, je te de. dirais l'authenticité. Ok. Tu vois, parce que ça, pour moi, c'est vraiment un truc, je sais pas, si t'es pas authentique, ce que tu fais, ça marche pas pour moi, tu vois. Enfin, ça marche un temps, mais après, ça va au bout du rôle, enfin, ça se termine assez rapidement. Derrière, je te dirais combativité. Parce que faut se battre pour avoir ce que tu veux dans la vie, tu vois. Il y a personne qui va venir te le donner, il y a personne qui va le faire à ta place. Ça, c'est vraiment un truc qui m'imprègne au quotidien. Tu vois, c'est vraiment des valeurs qui me ressemblent. Et en troisième, je te dirais, tain, c'est dans les trois dernières que tu m'as donné, il me semble. Je t'ai Et dit je crois que dans le discipline, mais je performance, te dis, travail et performance, travail. Qu'est-ce que je t'ai dit d'autre? non, je sais laquelle c'était excellence. Excellence, yes. Parce que voilà, dans tout ce que je fais au quotidien, j'essaie de le faire bien, tu vois, sans parler de le faire parfaitement, parce que le parfait, ne s'atteint qu'après des années et des années de travail, mais tout ce que je fais, j'essaie de le faire de la meilleure manière possible, on va dire. Donc je te dirais excellence. C'est des belles valeurs qui se reflètent hein, dans ce que tu transmets de toute façon. Tu nous as dit tout à l'heure que des fois, tu avais des messages qui n'étaient pas très sympathiques sur Insta. Qu'est-ce qu'on peut te dire de pas sympa? Et moi, j'ai toujours vraiment du mal à concevoir qu'il y ait des gens qui perdent du temps à envoyer des trucs négatifs à d'autres personnes. C'est un truc d'un point de vue humain, je le comprends pas, tu vois. Je te rassure, je Euh, partage totalement ce point de vue avec toi. Alors après, c'est pas forcément en DM, c'est souvent soit en commentaire, soit j'ai eu il y a pas longtemps le bonheur de me réveiller un matin et de voir que j'avais un de mes réels qui avait été screenshoté et qui avait été republié dans une story d'un mec qui est très suivi, que je ne citerai pas ici, qui est très suivi dans le milieu des forces de l'ordre, pour mettre regardez-moi ce dos, soit il a un problème de puberté, soit il est très très chargé, je vous ok. laisse deviner, machin, en mettant ceci est un des meilleurs crossfitters français. Et en fait, réveil, bon, le mec, j'ai envie de le démarrer, en fait, tu vois, j'ai envie d'aller chez lui, j'ai envie de lui faire manger un trottoir. Et après, je me dis, en fait, si tu as cette réaction-là, c'est lui donner raison. Mhm. Et donc, parfois, je lui envoie un message, on s'est expliqué et tout, il me dit, ah, mais du coup, t'es pas en colère contre moi. Je lui dis, non, je suis pas en colère contre toi, je suis triste pour toi, en fait. Je suis triste pour toi parce que tu es très suivi sur les réseaux sociaux, donc ça veut dire que tu es très écouté et qu'en fait, le contenu que tu partages à ces gens-là, c'est basé sur du vent. Je dis, tu ne sais pas d'où je viens, tu ne me connais pas. Il me dit, ouais, mais il y a des gens qui m'envoyaient des messages en me disant que dans ta salle, tes performances avaient explosé sur les 6 derniers mois et tout. Je dis, écoute, mes performances, elles sont retranscrites sur mon feed Instagram. Va voir au fil des années. Mes performances, c'est ça, 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 ça. Tu verras qu'il n'y a rien de magique dans ce que j'ai fait. Il y a juste du boulot, il y a juste de l'investissement. Et en fait, ça va souvent être là-dessus. Tu vois, ça va souvent être, j'ai fait un post un peu, je le savais en le faisant, j'avais fait un post un peu controverse à la suite de tous les cas de dopage qui étaient tombés pendant les semis, où il y a énormément de mecs qui se sont fait taper, et encore une fois, c'est très bien comme ça. Moi, je suis pour plus de dépistage, je suis même pour un suivi, je sais que Willy doit être suivi avec ça, mais le suivi Adams, où en fait, tu dois te géolocaliser 2 heures par jour, et on peut venir te dépister n'importe quel jour de l'année. Il Mhm. faut que tu te géolocalises, parce que si tu ne géolocalises pas, le mec peut pas venir, et du coup, c'est considéré comme un no-show, tu es considéré comme positif au bout de 3. Moi, je suis pour ce système-là. Je veux de la transparence dans le sport, tu vois, j'en ai plein le cul des tricheurs.
Et du coup, j'en ai plein le cul qu'on vienne sans cesse te dire que tu es un tricheur parce qu'il y a des mecs qui sont prêts à prendre ces raccourcis-là, tu vois. Et en fait, les messages que je vais recevoir, ou les commentaires, ça va plus être dans ce style-là. Après, c'est assez mesquin parce qu'on va rarement m'envoyer un message à moi pour me dire ouais, de toute façon, t'es qu'un gros chargé, nanani, nanana. Ça va être, tu vois, un mec qui envoie un message, tu vois, sur une story, et en fait, qui se trompe de destinataire et qui me l'envoie à moi, tu vois. C'est déjà arrivé. Dommage. Allez, C'est un gogol. mec qui envoie ma story à un autre mec, et en fait, le mec, pour lui répondre, en fait, il clique sur ma story, du coup, il me Ouais, répond à je moi, vois. tu vois, ça arrive de temps en temps. Mais, ouais, ça va souvent, tu sais, ça va souvent être là-dessus. Après, encore une fois, c'est une mentalité très franco-française, où quand tu vises l'excellence, en France, on a du mal avec ce terme-là, tu vois. On a du mal Bien avec sûr. les gens qui brillent. Tu vois, plutôt que de leur souhaiter, putain, mec, t'es fort, ce que tu fais, c'est super cool. À dire, ah ouais, mais lui, s'il est là, c'est parce qu'il a triché. Tu vois, mais ça, c'est très franco-français. Moi, pour avoir fait du BMX à haut niveau, pour avoir côtoyé énormément de nationalités différentes, euh, tout ce qui est américain, australien, néo-zélandais, enfin, tous ces pays-là, et même dans le pays du nord de l'Europe, tu regardes, on a cette culture de l'excellence. Tu vois, dans les pays scandinaves, on encourage énormément les gens à se développer, d'être de plus en plus pointus dans leur discipline, tu vois, et à réussir dans leur discipline. En France, on a du mal avec ça. Mais après, encore une fois, c'est une mentalité globale où ça se ressent sur les sommets de l'État, tu vois. Aujourd'hui, en France, quand tu excelles, on te tape dessus, tu vois. Et c'est comme ça, c'est ancré dans les mœurs. Alors après, je te dis pas qu'à moi tout seul, j'arriverai à faire changer ce truc-là. Mais je pense que dans une globalité, si chacun y met un peu du sien, on peut se rendre compte que, en fait, quand les autres y réussissent, c'est pas forcément parce qu'ils ont triché, tu vois. Et voilà, ça va plus être les genres de messages un peu négatifs que je vais recevoir, ça va plus être ça. Après, je reçois rarement des messages, enfin même ça ne m'est jamais arrivé de recevoir des messages de méchanceté gratuite. Je suis pas encore assez famous pour ça. Ça va J'espère que ça arriver, fais viendra un gaffe. jour Ça va d'être arriver. assez connu pour recevoir des messages de méchanceté gratuite. Mais le jour où j'en serai là, c'est que j'aurai percé. Donc, Ouais, c'est que quand tu t'exposes, de toute façon, tu t'exposes forcément à ce genre de truc, mais c'est minime par rapport au soutien que les gens apportent, au final. ouais, parce que en général, les gens sont assez bienveillants. Parfois, ils le sont faussement. Après, voilà, tant que tu le perçois pas, de toute façon, ça ne te fait pas de mal, entre guillemets. Oui, c'est sûr. Mais ouais, non, les gens, relativement, enfin, en tout cas, à mon égard, sont toujours bienveillants. Quand je pars en compète, je reçois toujours énormément de messages d'encouragement, toujours des messages de félicitations. C'est vraiment agréable et c'est vraiment une énergie que je reçois à bras ouverts, en fait. Tu vois, c'est un truc qui me booste. Bien sûr. Quand tu sens qu'il y a une communauté derrière toi, des gens qui sont investis, qui te regardent et tout, c'est vraiment cool. Ah, ça montre qu'il y a quand même du positif là-dedans, donc c'est cool Ouais, pour ouais, l'avenir. ouais. Ouais, c'est carrément cool pour l'avenir. Une très, très belle communauté. On a des beaux athlètes là qui sont en train de sortir, des petits jeunes là qui arrivent. Et je pense qu'il y en a plein qui ont actuellement 16, 17 ans, qu'on ne connaît pas encore, qui s'entraînent très fort et qui vont émerger dans les années à venir. Je pense qu'on a le CrossFit français là, des très très belles années devant lui. Tu vois, je pense à le petit Hofer, la petite Lily, pareil, tu vois, qui a 15 piges, elle est déjà monstrueuse, elle va déjà 2 fois au CrossFit Games. Enfin, je veux dire, quand tu es à cet âge-là, à ce niveau-là, je me dis que l'avenir du CrossFit en France, il est brillant et que l'avenir du CrossFit en Europe est brillant parce qu'on est quand même, l'Europe, on est quand même un continent assez dominateur en CrossFit, même si aujourd'hui le sport, il est malmené entre guillemets par les Américains parce que c'est né là-bas et qu'ils ont une culture du sport qui est tout autre que chez nous. Mais aujourd'hui, l'Europe, quand je regarde le classement européen, CrossFit Games, on n'a vraiment pas à rougir, quoi, tu vois. Les Mm. Européens, on est vraiment très fort dans la discipline. Encore une fois, le niveau est en train d'exploser dans la région. Donc, je pense que cette année, j'espère qu'il y aura encore plus d'Européens et de Français au CrossFit Games. C'est tout ce qu'on souhaite. Antoine, on va finir par une petite partie où tu vas pas réfléchir. Je vais te proposer deux choix. Tu dois me garder un choix sans réfléchir. Tu vois, tu as deux propositions le plus vite possible. Enfin, le plus vite possible. Ce qui sort, quoi. Vas-y, Ok? Allez, let's go. YouTube ou Instagram? pas grave. Snatch ou clean? Snatch, BMX ou CrossFit? CrossFit. Hmm. Pizza ou burger? Là, sans hésiter.
Ah ouais, classique. Ceux qui Ah me ouais, répondent burger, franchement, je le prends mal en vrai. Vraiment, ça me. là, on me voit pas, mais j'ai les doigts, ils sont comme ça. Fitness Park ou Basic Fit? Waouh, la peste ou le choléra, Fitness Park. Fraser ou Froning? Ronin, Biker ou rameur? Michael, sans hésiter. Classique. Et le BMX, avec ou sans les pegs? Sans. Très bonne question. J'aime beaucoup. J'ai Définitivement réfléchi. sans. J'ai réfléchi. Ah, c'est pas mal. C'est recherché. J'aime bien. Ça roule. Bon, Antoine, merci pour ton temps. Les amis, allez suivre Antoine, allez lui donner de la force. Sur Insta, c'est IAM, enfin IM Antoine Jums, si je dis pas de bêtises. Je mettrai le lien dans la description de toute façon. Il y a d'autres endroits où on peut te retrouver ou pas? Pour l'instant, non. Après, si les gens veulent ajouter sur Facebook, j'ai un Facebook aussi, mais j'y suis très rarement. Mais ouais, Ouais, sur c'est à Insta pour l'ancienne, ça. l'instant. Peut-être, on touche du bois dans pas longtemps sur YouTube. Le YouTuber qui va concurrencer Squeezie, peut-être dans les années à venir. Donc, Parfois. allez suivre Antoine et lui donner de la force. Et c'est toujours bienveillant ce qu'il partage, c'est motivant, etc. Donc allez donner de la force aux athlètes comme ça, c'est toujours important. Si vous avez kiffé l'épisode, notez-le 5 étoiles sur 5 sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, bref, notez-le bien pour qu'on soit bien référencé. Et si vous n'avez pas kiffé, mettez zéro. Nous, on est authentique, il n'y a pas de souci. Vous avez le droit de disliker. Mais je pense que si vous êtes encore là après plus d'une heure d'écoute, c'est que vous avez kiffé. Donc n'hésitez pas à noter, ça nous donne de la visibilité et c'est toujours cool. Antoine, je vais te laisser aller t'entraîner. Je sais que tu as du pain sur la planche. Yes, toujours. Bah, merci à toi. On va se recroiser peut-être sur des Et compètes ou excellent. autres. Avec grand plaisir. Avec plaisir. Les amis, passez une bonne journée, kiffez ce que vous faites et puis surtout entraînez-vous et entraînez-vous intelligemment. Salut tout le monde.